Lundi 18 juillet 2022, vous êtes les bienvenus sur Canal 3 Bénin. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Bienvenue sur Actu Matin, c'est le rendez-vous matinal en début de semaine. Deux noms dans l'actualité ce matin, Bruno Amoussou, Joseph Diogbenou. À l'Union progressiste, le patriarche, 83 ans, cède son fauteuil de président à plus jeune que lui, 53 ans. Un changement de tête avec le renouvellement de certaines instances. L'arrivée de plusieurs figures de proue à des postes clés pour conduire le parti. Et ce matin, on parle de ce bouleversement au forum politique. Retraite anticipée pour Bruno Amoussou après 50 ans de vie politique. Qu'est-ce qui a bien pu militer en faveur du choix de Joseph Diogbenou? Son expérience en politique est-il si intense pour véritablement conduire la destinée de l'Union progressiste? Et que deviennent les caciques du parti? Louis Vlavonou, Lazare Serhuito, Akhenatonde et bien d'autres prétendants au poste de président. L'Union progressiste donne-t-il ainsi le signal d'un renouvellement de la classe politique à partir des législatives de 2023? Retour ce matin dans les coulisses de cette décision intervenue au moment où l'on l'attendait le moins, avec notre invité délégué par le parti pour être avec nous en plateau ce matin. Richard Alossoron est député, membre de l'Union progressiste, à suivre son développement à partir de 7h50. Et dans le pour ou contre de Nagui Balagbe, vous verrez ce que pensent certains citoyens de cette actualité. Ce lundi démarrent les épreuves sportives de l'examen du baccalauréat. Bonne suite de composition à tous les candidats admissibles. Et en plateau, on aura analysé les résultats du BEPC et du bac 2022 dans leur ensemble et voir comment opérer les choix de filière au second cycle. Serge Rougnetet est enseignant, il est pédagogue. Nous l'aurons dans la deuxième heure d'Actu Matin. N'oubliez pas le rendez-vous de l'actualité en 7 jours en République du Bénin. Et puis en fin d'édition, vous aurez votre revue de presse. Tout de suite, la météo suivra la une des journaux. Allez, retour plateau et tout de suite, on va prendre les nouvelles à la une des parutions du jour avec vous, Akhabali Para. Bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Comme vous le savez, l'Union progressiste a changé de main, pour ne pas dire ça a changé de tête. C'est désormais Joseph Diogbenou qui est aux commandes. Les parutions en parlent ce matin. On va commencer par le quotidien Maison Fraternité qui titre « Présidence de l'Union progressiste, Diogbenou pour transformer le coup d'essai en coup de maître ». Au pied du mur, le trio pour le maintien et le renforcement de la cohésion au sein du parti. Le journal qui donne le visage donc de Joseph Diogbenou, de Mariam Chabi Talata et de l'honorable Gérard Benochi. Réouverture de l'exposition Art du Bénin, c'est reparti pour 45 jours. Et puis promotion de l'énergie solaire au Bénin, Engie Énergie Access Bénin célèbre son 200 millième client. On verra de quoi cela retourne tout à l'heure dans notre bulletin matinal. Et
dans le reste de nos éditions. À la une maintenant de le leader du jour, vie des partis politiques au Bénin, l'Union progressiste restructure ses instances dirigeantes. Joseph Diogbenou devient président et remplace Bruno Amoussou. Les dispositions de l'article 133 des statuts de l'Union progressiste respectées selon le leader du jour. Il y a l'honorable Oden Aladati qui clarifie et met fin à la polémique. À la une maintenant du quotidien de service public, la nation riposte au terrorisme. Le Bénin allie meilleur modèle et logistique de pointe. Et puis palais central de Kherfondi à Abomey. Dada Benhanzi installé. C'était en fin de semaine dernière. Changement à la tête de l'Union progressiste également. Joseph Diogbenou prend la présidence. Le matin, quotidien Le Matin, lutte contre le terrorisme au Bénin associé aux logistiques de dernière génération, les meilleurs modèles, les clarifications du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeyi, fourniture d'eau potable en milieu rural, 233 800 000 $ alloués au Bénin pour le programme Aki Vie. Émergence Info, cette fois-ci, un an jour pour jour après son incarcération, Thomas Agbeva, ex-directeur général de la NAT, décède. Décède. Et puis, il y a retraite politique forcée à Moussou. Mais ça, la pension aux anciens présidents d'institutions serait-elle un deal? S'interroge Émergence Info. Le matinal à présent, vie des partis politiques au Bénin, Joseph Diogbenou prend la tête de l'Union progressiste. Bon ou mauvais casting, s'interroge le matinal. Avis de Gérard Benochi et Aladati à retrouver également dans les colonnes de Le Matinal. Finale du tournoi, Dr Adamou Karimou Souradjou, Lionceau championne, précise le journal. On va maintenant à la une de Nord-Sud quotidien. Nord-Sud quotidien, donc, financement des projets ODD, 2 rapports publiés sur l'institution de l'Eurobond. Et puis, il y a Romaric Sauton qui poursuit sa campagne dans la ville capitale. C'est à Porto-Novo. Le potentiel, cette fois-ci, 8e session du comité régional de pilotage du projet Waka Récipe à Cotonou. Les acteurs font le bilan à mi-parcours de son exécution. Et puis, réorganisation des instances dirigeantes du parti Union progressiste. Gérard Benochi, une ascension au poste de 2e vice-président. Les 4 vérités, indépendance du Bénin et énergie électrique, la plus grande centrale solaire inaugurée demain à Ilunfin. Voilà. Et puis, changement au sein du bureau politique de l'Union progressiste, le doyen Amoussou cède la place à Joseph Diogbenou. Soleil Bénin Info, succession à la présidence de la Cour constitutionnelle entre Ngbeji et Dorothée Sosa qui décrochera la timbale, s'interroge le Soleil Bénin Info. Et puis réouverture de l'exposition Art du Bénin, les visites reprennent pour 45 jours. L'autre vision, présidence de l'Union progressiste, Joseph Diogbenou, désormais aux commandes le parti en pleine restructuration. Et puis, rentrée scolaire 2022-2023, élèves et enseignants retournent en classe le 19 septembre prochain. Défi Info, activités politiques dans la 6e circonscription électorale. Des mouvements et associations adhèrent au bloc républicain grâce à Corneille Atindéou. Et puis passation progressive de charge à la jeunesse au sein de l'Union progressiste. L'honorable Epiphane Honfort salue le réajustement, sinon le rajeunissement, j'allais dire, du conseil présidentiel du parti. À la une de Info Matin pour finir, Christian Adandé, en développement local dans le département du Zou, le creuset ACG de Christian Gbogbo toujours à la manœuvre. Et puis résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, le Bénin a accueilli la 8e réunion du comité de pilotage. Voilà Christian, tout rapide des parutions ce
matin, essentiellement dominé par ce changement à la tête de l'Union progressiste, puisque Fraternité revient sur cette actualité et titre présidence de l'Union progressiste, Diogbeno pour transformer le coup d'essai en coup de maître. Voilà, justement, et vous l'avez constaté à travers ce tour d'horizon de la presse ce matin au réveil, eh bien, Bruno Amoussou part de la tête de l'Union progressiste, où il est parti de la tête de l'Union progressiste pour laisser place à Joseph Diogbeno. Assez d'analyses, assez de commentaires dans la presse ce matin. En fin d'édition, on va y revenir dans la revue de Assiongbo Kanyi. Assiongbo sera-t-il cantonné à un rôle purement administratif? Question que se pose le quotidien Fraternité en sa page 3 ce matin sous la plume de Moïse Dosoumou. Quand sera-t-il le positionnement sur les listes de candidatures au cours des semaines à venir? Pourra-t-il gérer ce chantier au mieux sans créer des remous et s'attirer l'inimitié des caciques du parti qui ont gardé la maison en son absence? Autant de questions. Et en plateau ce matin, on aura un invité, Richard Alossoron, qui est membre de l'Union progressiste. Il est d'ailleurs député Union progressiste à l'Assemblée nationale. Il sera avec nous à l'heure du forum politique. Restez avec nous sur Actu Matin. On fait le point de l'actualité avec le Tout Image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. En cette veille des élections législatives, l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR est à l'avant-garde de la paix. En initiant les présentes assises de Badjoudé à Waké sur le thème « Implication de la jeunesse pour un climat de paix et de cohésion nationale », elle entend ainsi sensibiliser ses militants et sympathisants des 13e et 14e circonscriptions électorales sur les comportements qui promeuvent la paix avant, pendant et après les élections législatives de 2023. Nous avons choisi ce thème à dessein. Si vous suivez l'actualité en ce moment dans notre pays, le premier citoyen du Bénin, son Excellence le Président Patrice Talon. Vous avez vu les efforts de paix et de cohésion nationale qu'il déploie ces temps-ci. Dans une nation sans la paix, sans la cohésion sociale, nous ne pouvons pas espérer le développement. Le développement, c'est le progrès humain dans le temps, de façon durable. Si vous n'êtes pas en cohésion, si vous n'êtes pas en paix, vous ne pouvez pas parler de développement. La démarche de l'OJBR est préventive. Elle va permettre aux jeunes de découvrir leur rôle pour la prévention et la sauvegarde de l'unité nationale. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer que la commune de Waké ne ménagera aucun effort à travers sa jeunesse pour accompagner cette thématique et pour la rendre encore plus pratique sur le terrain. 3 communications ont meublé ces assises, entre autres, militants politiques face à la dynamique électorale, construire et maintenir la paix, puis l'élection paisible en 2023, le rôle de la jeunesse. Des communications qui, dans l'ensemble, invitent les jeunes à cultiver des valeurs essentielles à la consolidation des acquis démocratiques. Moi, jeune BR, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas répondre aux provocations des autres partis politiques. Je dois utiliser les moyens légaux pour faire passer mon message. Au cours de cette rencontre de promotion de la paix, parole a été également donnée à l'assistance
pour recueillir ces doléances, une démarche inclusive de l'OJBR pour permettre à chaque participant de s'exprimer librement en vue de faire de cette organisation une instance qui milite pour la paix et la concorde sociale. Le département du Koufo s'apprête à célébrer les 26 et 27 juillet prochains les noces d'étain de son tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaroué. Le 26 juillet 2022, cela fera en effet exactement 10 ans que ce tribunal est entré dans sa phase d'opérationnalisation. Le préfet de Koufo, assisté du procureur de la République près le tribunal d'Aplaroué et d'un magistrat de ce tribunal, sont à ce titre ici face à la presse. Le tribunal qui a commencé par nous accompagner, bien sûr, dans le cadre du rapprochement de la justice des justiciables, a beaucoup fait pour limiter de façon drastique la criminalité, permettre à nos parents de savoir qu'il y a une justice, il y a un tribunal. Cette célébration du 10e anniversaire de l'opérationnalisation du tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaroué est annoncée pour être un grand rendez-vous à la fois festif et célébral. L'événement, pour nous, est d'importance. L'événement est d'importance aussi pour espérer. Nous sommes aujourd'hui en train de célébrer le 10e anniversaire du tribunal du premier instance de deuxième classe d'Aplaroué. Nous célébrons un événement ici. Nous aurons aussi l'occasion de célébrer un événement à Debo quand ce tribunal sera rendu opérationnel. Ceci, toujours dans le sens de rapprocher la justice des justiciables. Selon les conférenciers, des universitaires et des praticiens seront amenés à opiner. L'objectif étant de disséquer, de pénétrer le fonctionnement du tribunal. Un colloque scientifique est d'ailleurs au cœur de l'événement. Son thème, l'homme, la terre et la justice. L'évocation d'un tel thème central bien exprime, au-delà de nos espérances, toute la dimension de l'activité confiée à la juridiction. La marche effectuée par ce tribunal au service des populations relevant de sa juridiction de compétence sera passée au peigne fin. Le but est de bien se projeter dans une nouvelle décennie. C'est ici, à la plage de Semekpodji, que la représentante résidente de l'UNICEF au Bénin et ses collaborateurs se sont donné rendez-vous avec les agents forestiers et les enfants de la localité. But de la rencontre, reboiser la berge afin de restaurer la verdure de cette partie de la côte atlantique du Bénin. Il y a 30 ans, nous étions aussi enfants et nous avons vu cet endroit comment c'était. C'était bien planté, mais pas nos actions. Voilà ce que c'est aujourd'hui. Et nos enfants qui sont ici présents n'ont pas eu la chance de voir ce que nous avions vu. Et actuellement, nous voulons, ensemble avec eux, reconstituer le couvert. C'est très important, surtout lorsque c'est avec eux, ils diront demain qu'ils ont participé à ce qu'ils sont en train de voir aujourd'hui. Pour réussir l'exercice, sur les 3 hectares dont le reboisement est favorisé ici par l'UNICEF, tout le monde met la main à la pâte. La représentante et les enfants, les parents ainsi que les forestiers. On creuse, on met le plan en terre, puis on arrose. On est ici ce matin pour planter les cocotiers, pour lutter contre les changements climatiques. Aujourd'hui, on plante des arbres pour la semaine du vert, quelque chose comme ça. On plante des arbres pour que les années à venir, notre terre puisse être de nouveau avec des arbres.
Nous sommes en train de planter des arbres pour la semaine d'hiver. Nous sommes ici pour le reboisement des arbres qu'on coupe chaque année pour fabriquer du papier. Le reboisement est très important pour notre environnement. Ça nous permet de planter des arbres, d'y vivre. Car si c'est grâce aux arbres, c'est grâce à l'arbre que l'eau de pluie d'inondation ne vient pas jusqu'à nous. Car l'arbre bloque l'eau pour que ça soit stabilisé. L'UNICEF, connu pour son combat permanent pour l'épanouissement des enfants, se positionne aussi depuis quelques années sur la thématique de la protection de l'environnement. De quoi lutter contre les aléas des changements climatiques et créer un cadre agréable et vivable pour ceux qui représentent l'avenir. Ces règlements climatiques impactent les enfants, nos enfants, qui souffrent le plus des effets des changements climatiques. Et c'est pour cela que nous avons déclaré cette crise climatique une crise des droits des enfants. Parce qu'elle constitue une menace sans précédent pour leur santé, pour leur nutrition, leur éducation, leur développement, leur survie et leur épanouissement. Et cela pour tous les enfants, partout dans le monde et en particulier au Bénin. C'est pourquoi l'UNICEF s'est donc engagée pour prévenir et lutter contre les pires impacts que ces changements climatiques peuvent avoir sur les enfants, les adolescents et les jeunes. Cette action de l'UNICEF de contribuer au reboisement de 3 hectares de la bêche de Semekpodji vient en soutien à l'action gouvernementale qui vise à restaurer la verdure de la côte atlantique du Bénin. Ce défilé de mode consacre l'ouverture à Cotonou du mois de la mode édition 2022. 2 semaines durant, les acteurs de cette profession vont faire découvrir au public béninois l'univers de la mode. Merci en particulier à la prestigieuse Maison Vlisco, à l'ACMB, l'Association des créateurs de mode du Bénin. Merci à Couleur Indigo, Trinity Event, à la Maison du Pain Tissé, à la Perle Noire pour leurs apports à cet événement. À toute la profession, stylistes, modélistes, mannequins, accessoiristes, photographes et influenceurs, et je pense même que j'en oublie parce que le domaine de la mode est si vaste. Bravo donc à vous tous pour vos accomplissements. La mode béninoise d'hier à aujourd'hui. Telle s'intitule la thématique autour de laquelle les réflexions vont se concentrer. Plusieurs activités sont prévues à cet effet. Il s'agit des conférences, des ateliers et des expositions photos. Une nuit de la mode mettra un terme aux travaux. Les réflexions lors de la causerie, animées par les professionnels avérés, tourneront autour des thèmes transversaux à l'ensemble de la coopération et déboucheront sur les défis que pose la problématique de la formation. Les écoles de couture, de design et de mode au Bénin, sur les cursus proposés et sur les débouchés. En effet, pour beaucoup de nos compatriotes, le secteur de la mode apparaît comme un univers superficiel et incertain, avec beaucoup de flonflons, alors qu'il est en réalité un pôle créateur de chaîne de valeur, avec une industrie génératrice d'emplois dans un marché de plus en plus, comme vous le savez, concurrentiel. Voilà donc qui est bien dit. La mode est une industrie génératrice d'emplois et le gouvernement s'emploie, au dire du représentant du ministre en charge du secteur, à en faire un pilier de développement. Parti du palais princier du roi Béhanzin à Djimé, le cortège s'est ébranlé vers le palais central Ouéronji. Porté en hamac, le successeur désigné de Dada Kefa Sagbadou Glélé a traversé toute la ville avant d'être intronisé comme le nouveau roi du Dahomey. La procession vient clôturer le processus enclenché depuis l'annonce du décès du roi défunt. La cérémonie marque également le sacre de Dada Deweno de Béhanzin. C'est un principe qui est établi dans notre royaume. Et si chaque roi est sacré, c'est d'abord ici
au palais du roi Glélé qui vient prendre fonction. Et après, il va faire allégeance, libation dans les autres palais. Il est là pour invoquer nos ancêtres, pour maintenir la tradition. Il est là pour maintenir la paix, la cohésion, pour maintenir l'unité, pour que dans la paix, dans l'unité, la population puisse travailler pour développer la cité. L'étape de ce jeudi sera suivie de plusieurs autres rituels. Pendant la traversée, des arrêts ont été marqués à des endroits significatifs. L'entrée et l'installation de Dada Deweno de Béanzin au palais vient mettre fin à la vacance de trône observée depuis le décès de son prédécesseur. Dorénavant, un nouveau règne commence. Prince, princesse, dignitaires et autres le souhaitent paisible, joyeux et lent. Nous sommes là pour le sacre du nouveau roi du temps romain et vous avez vu l'effervescence de toute la cour royale. Les ministres, les princes et princesses et tout le monde et toute la dynastie royale qui est prête à l'accompagner. Et nous devons dire merci au gouvernement qui a accompagné le processus du choix du prince héritier. Et désormais, nous promettons que nous allons quand même travailler pour que la paix qui a régné dans cette intronisation puisse prospérer dans le temps. C'est quelqu'un qui est très humble, sociable, quelqu'un qui aime son prochain, qui place l'éducation comme priorité dans sa vie. Le drapeau de Dahomey vient d'être hissé très haut et vous avez constaté aussi que tous les Dahomey vivent sous nous, Dahomey vivent en nous. Tout le monde est heureux, tout le monde s'est entouré du roi, de Djimé jusqu'à Werondi, là où nous sommes actuellement. Dans la foule qui a accompagné Dada Dewénodé au palais, on pouvait, excepté les agents de sécurité, noter la présence de diverses personnalités curieux. Les sujets et autres, la liesse populaire remarquée dénote de l'adhésion de toutes les filles et de tous les fils de Dahomey au choix opéré ainsi que le déroulement du processus ayant conduit au sacre du roi. Pour les uns et les autres, le souverain, outre la paix, doit aussi travailler à maintenir cette cohésion retrouvée. Les gestionnaires de données des zones sanitaires et directions départementales de la santé des départements du Koufo et de l'Atlantique sont désormais mieux outillés en matière de moyens de transport. À travers cette cérémonie qui s'est déroulée dans la matinée de ce vendredi 15 juillet 2022 dans les locaux de la direction départementale de la santé du Koufo à Azové dans la commune d'Aplaroué, ils sont entrés en possession de leur moto neuve. C'est une joie pour nous de recevoir ces motos qui viennent appuyer le Health Data, le système d'information sanitaire, pour la collecte des données et la supervision également des acteurs qui, depuis la production de ces données, doivent envoyer les informations sur une plateforme qu'on appelle le DHS. Donc, les acteurs au niveau des zones sanitaires doivent pouvoir assister ces agents qui sont au niveau des centres de santé pour voir comment ils arrivent à encoder ces données sur la plateforme DHS. Il s'agit là d'un don de l'agence belge de développement Enabel. Au total, 21 motos d'une valeur d'environ 27 millions de francs CFA ont été remises. L'objectif est de renforcer la qualité du système d'information sanitaire dans les deux départements. Je tiens à remercier le représentant d'Enabel qui nous accompagne pas à pas. L'intervention manager l'a rappelé tout à l'heure. La digitalisation a commencé déjà dans nos formations sanitaires et nous allons maintenant dans la remise de motos pour améliorer la mobilité des acteurs pour la collecte des données. Je voudrais ici inviter les bénéficiaires de ces moyens roulants, au-delà du fait qu'on reçoit un moyen qui nous permet de nous déplacer, vraiment de montrer de l'engagement pour que l'on comprenne l'utilité et la nécessité d'avoir mis à leur disposition ces moyens roulants. Selon le préfet de Koufo, la collecte méticuleuse et le traitement des données statistiques sont indispensables à la prise de bonnes décisions dans tous les secteurs, notamment celui de la santé. Il a salué l'appui que Enabel ne cesse d'apporter au Bénin. Moi, je voudrais prendre l'engagement, au nom de mon collègue de l'Atlantique et à mon nom propre, que nous ferons un bon usage de ces motos-là. Et comme vous l'avez dit, ça va favoriser la mobilité donc, de nos collaborateurs, de nos collègues sur le terrain. Et ceci
pour le bien de nos communautés. Les heureux bénéficiaires de ces moyens roulants ont désormais la lourde charge de mieux accomplir leur mission. Active depuis plus de 20 ans au Bénin, Enabel se focalise, outre le secteur de la santé, sur l'appui au développement du secteur de l'agriculture. Et voilà, sur Actu Matin, eh bien, c'était le Tout Image. Merci de l'avoir suivi. Le rendez-vous à prendre, c'est bien sûr le journal des sports. Et nous allons retrouver Ali Moubouni pour les informations sportives. De retour du week-end, il va s'installer dans un instant. Juste après, le forum de discussion. On parle politique les lundis sur Actu Matin. Richard à Lossoron est député, membre de l'Union progressiste. Il sera avec nous pour nous apporter beaucoup plus d'informations sur l'actualité au niveau de l'Union progressiste, l'actualité marquée par la démission de Bruno Amoussou de la présidence du parti et Joseph Diogounou, démissionnaire de la présidence de la Cour constitutionnelle, prend désormais les rênes de cette formation politique. L'ambiance en ce moment au sein de l'Union progressiste, eh bien, on en parle au forum. Restez avec nous. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Placé en Paris, rendez-vous sur le site ou téléchargez l'application OneXBet, société de bookmakers. Allez, les sports, les informations, c'est avec vous, Ali Moumouni. Bonjour. Bonjour, Christian. On va parler du handball, la finale de cette compétition en cours. C'est avec vous. Oui, Christian, une finale qui très certainement tiendra la promesse des fleurs après les playoffs très épiques qui nous ont égayé le week-end. D'abord, les demi-finales qui ont constaté la qualification du Cap-Vert et de l'Égypte en finale. Les requins bleus, cap-verdiens bien sûr, qui se sont surpassés pour se débarrasser de leurs adversaires marocains. Une performance XXL affichée déjà depuis dès leur entrée en liste lors de la première journée de la compétition, et malgré l'ouverture du score par les Lions de l'Atlas que le Cap-Vert, et c'est malgré bien sûr, comme je le disais, l'ouverture du score par les Lions de l'Atlas que le Cap-Vert a réussi donc à se qualifier. L'euphorie était donc à son comble dans les vestiaires. Vous verrez les images tout à l'heure, docteur, dans les vestiaires du complexe sportif
Dr Hassan Mostafa du Caire. Vous pouvez le voir, bien sûr, comme je le disais sur ces images. Les Cap-Verdiens disputeront la toute première finale d'une Coupe africaine des nations de handball senior. Je vous laisse profiter un peu de cette ambiance, Christian, qui a prévalu dans les vestiaires du complexe Dr Hassan Mostafa. Alors pour cette finale, Christian, les requins bleus seront face aux pharaons d'Égypte, tombeurs des aigles du Carthage à l'issue d'une rencontre très serrée. Voici donc les résultats de cette explication. C'était donc 29-17 à l'issue du temps réglementaire. Sur le tableau de classement, vous pouvez des différents résultats, vous pouvez bien sûr le constater. Je vous propose ici un extrait de propos du coach de l'équipe tunisienne de handball, Sami Saïdi, à la fin de la rencontre, était au micro d'Akeme Osseni. Écoutez, aujourd'hui, c'était un match derby entre l'Égypte et la Tunisie. On connaît bien que l'Égypte joue chez elle, donc devant son public. Et peut-être ils ont un peu la pression par rapport à nous. Nous, on a une équipe vraiment jeune. On a rajeuni l'équipe à peu près à 80%. Il y a 10 joueurs. C'est la première fois qu'ils participent au championnat d'Afrique. Donc, pour moi, il n'y a pas assez d'expérience de gérer des matchs comme ça. Mais heureusement qu'on a vu vraiment des joueurs solides. Ils se sont vraiment battus jusqu'au bout. Ils ont fait un match exemplaire. Ils n'ont pas lâché, malgré aussi que peut-être il y a eu quelques défaillances d'arbitrage à un moment. Mais bon, ça fait partie du jeu. On va dire que c'était de bonne foi. Et ça fait partie du jeu. Donc c'est ce que j'explique à chaque fois. Comme le joueur, il peut faire des erreurs. Comme l'arbitre aussi, il peut faire des erreurs. Mais je veux remercier vraiment énormément mes joueurs par rapport à la prestation qu'ils ont fait. Nous, on prépare une équipe pour 2024. On a des joueurs qui ont 20-21 ans aujourd'hui. Donc voilà, il y a un projet qui est mis en place. Il y a une nouvelle fédération qui arrive, des membres qui arrivent, ça fait même pas 2 mois. Donc on repart encore pour repréparer l'équipe. Inch'Allah, il y a le championnat du monde qui arrive en 2021, 2022, 2023 en Espagne et en Pologne et en Suède. Donc voilà, il nous reste encore un match. On va s'y préparer pour la 3e place contre le Maroc. Alors donc, la Tunisie qui se battra certainement pour la 3e place, vous avez bien entendu, le sélectionneur de cette formation le dit. Les 4 équipes donc éliminées au cours de ces quarts de finale ont disputé les matchs de classement. Donc voici les résultats. La Guinée était donc face à l'Angola. La Guinée s'est imposée à son adversaire à l'arrivée, score 39-36. Et de l'autre côté, c'est l'Algérie qui a pris le dessus sur la RD Congo sur le score de 40-39, seulement un but d'écart. Si les 4 demi-finalistes sont d'office qualifiés pour donc la Coupe du monde de handball senior, ont prévu pour se dérouler en 2023 simultanément en Pologne et en Suède. Les 2 vainqueurs ont des matchs de classement s'affrontent, les 2 vainqueurs des matchs de classement s'affronteront pour la 5e place du prochain mondial. Les 2 perdants, la RD Congo et l'Angola, quant à eux, ont déjà se sont affrontés pour le classement général. À l'issue de la rencontre, les Congolais ont terminé 7e après les victoires face à l'Angola 30-28 avec un écart de 2 buts. Suivez ici le coach adjoint de l'équipe congolaise. Il s'appelle bien sûr Tchambonti, j'espère que je prononce bien le nom, Aurélien, au micro de Akeme Osseni. Dans l'ensemble, je suis satisfait. Les joueurs ils sont battus du début à la fin, ils n'ont pas lâché, ils ont été méritants. Ça n'a pas été facile, hein. On a fait 6 matchs en 7 jours, sur une période du mois de juillet où les joueurs sortent chacun d'une saison très longue, difficile. Et nous jouons la Coupe d'Afrique très concentrée sur une semaine, sur une période de vacances. Donc je ne peux être que fier de mes joueurs. Et pour ça, je les félicite et je les remercie. Alors, vous venez de suivre donc l'entraîneur adjoint de l'équipe congolaise de handball senior homme qui était donc du côté
du Caire en Égypte. Pour cette dernière journée, donc aujourd'hui, les différentes affiches de finale et de classement auront lieu. Et voici donc le tableau de ces différentes rencontres. Et il y aura bien sûr le match pour la 5e place entre l'Algérie et la Guinée. Le Maroc sera donc l'adversaire de la Tunisie pour la 3e place, rencontre prévue pour 18h30 au niveau du complexe Dr Hassan Mostafa du Caire. Et donc la grande finale suivra à 21h entre le Cap-Vert et l'Égypte, pays hôte de cette 25e édition de la CAN de handball masculin senior. Alors, on finit avec cette petite information. Les équipes éliminées donc en phase de poule ont été donc repêchées pour la Coupe du Président, dont la finale est remportée hier par l'équipe gabonaise sur le score de 27 à 18 face à un adversaire nigérian qui n'a pas trop convaincu depuis le début de la compétition. Christian, voici donc pour ce qui concerne le handball masculin senior, bien sûr, qui se déroule du côté du Caire. On passe maintenant au football. Oui, Christian, on fait un tour, donc on reste sur le continent et on fait un tour du côté du Maroc pour parler de cette compétition de football féminine, la CAN, bien sûr, qui, pour le temps, les demi-finales démarrent ce jour. Au programme, on aura les rencontres Zambie-Afrique du Sud. Pour la première demi-finale, suivra donc de la rencontre entre le Nigeria et le Maroc. Le Maroc, pays hôte de cette compétition, et le Nigeria, qui est donc l'équipe tenante du titre de la compétition. Et je dirais tout simplement l'équipe la plus titrée de la Coupe d'Afrique des Nations chez les dames. On parle toujours football, mais cette fois-ci en Europe pour parler de l'Euro 2022 des dames qui se déroule donc du côté de l'Angleterre. Hier donc le groupe, la 3e journée a été disputée dans le groupe C. Il y avait donc la Suisse qui était l'adversaire des Pays-Bas à l'arrivée. Les Suissesses se sont inclinées sur le score de 4-1 et de l'autre côté c'est la Suède qui a pris le dessus sur le Portugal 5-0. Dans ce groupe c'est la Suède et les Pays-Bas qui sont qualifiés pour le prochain tour. Chacun donc de ces pays compte 7 points au classement avec des goal average plus 6 et plus 4 pour les Pays-Bas. Le Portugal est donc dernier de son groupe avec seulement 1 point, même point pour les Suissesses qui vont devoir sortir de la compétition. Dans le groupe B, un peu plus tôt dans le week-end, c'était donc le samedi, la Finlande s'est inclinée face à l'Allemagne. C'était bien sûr dans le groupe B, alors que les Danoises s'inclinaient également face à l'Espagne. But de la victoire inscrit bien sûr à la dernière minute par les Espagnols qui réussissent donc à se qualifier pour le prochain tour et qui avaient aussi également la chance de se qualifier même si la rencontre s'était soldée sur le score de parité, sinon sur le score nul et vierge de 0 but partout. L'Allemagne est donc premier, leader de ce groupe B avec 9 points, suivi donc de l'Espagne. Dans le groupe A, on passe directement au groupe A, l'Irlande du Nord qui s'est inclinée face à l'Angleterre 5-0 et l'Autriche qui a pris le dessus sur la Norvège 2-1. La Norvège qui était l'une des équipes attendues pour cette compétition avec bien sûr son attaquante qui faisait son grand retour, Ada Edgeberg. Donc la Norvège sort de cette compétition en s'inclinant face à l'Autriche, score 2-1. Et voilà, l'Irlande du Nord, dernier de ce groupe avec seulement 0 points. L'Angleterre qui a fait, disons, carton plein, Christian, dans cette compétition. La suite, c'est aujourd'hui. Dans le groupe D, on va assister à cette dernière rencontre de la 3e journée avant de passer à l'étape des play-offs, bien sûr, les quarts de finale. Et dans ce groupe D, la France effectuera donc ce soir sa 3e sortie à partir de 20h face à l'Islande. Et pour finir, dans ce groupe D, l'Italie aura pour adversaire Christian la Belgique. Et donc, la 2e place se joue entre ces deux nations. Christian, c'est tout pour les sports. Ce sera tout alors pour les sports. Merci à vous, Ali Moumouni. Très bonne journée du lundi. Excellente semaine de travail à vous et à toute la rédaction sport de Canal 3 Bénin. Allez, vous restez avec nous. Le forum de discussion va s'ouvrir dans un instant avec notre invité Richard Alossoron. Il est membre du parti Union Progressiste. Ce parti, cette formation politique qui fait parler de lui ou d'elle, si vous le voulez, dans l'actualité depuis quelques jours notamment.
depuis samedi dernier, où il y a eu cette démission du patriarche Bruno Amoussou et ce remplacement à la tête de la présidence de cette formation politique. Joseph Diabonou est désormais le président de l'Union progressiste. Nous allons revenir sur les coulisses de cette désignation, de ce choix du bureau politique. Et puis juste après, on reviendra parler des examens de fin d'année, notamment le brevet d'études du premier cycle dont on connaît les résultats, le baccalauréat qui suit son cours avec les épreuves sportives qui démarrent ce matin. On fera donc un point, une analyse des résultats du BEPC et du bac. Et puis, quel choix pour les admissibles au BEPC, pour les filières au niveau du second cycle. Nous aurons Serge Rougnetet qui est enseignant pédagogue. Il est notre invité de la deuxième partie. Merci de votre fidélité. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. 7h55 sur Canal 3 Bénin. Si vous nous rejoignez, c'est la matinale Actu Matin. Merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue Herman Aliamoussou, bonjour. Merci, bonjour Christian Naridjan. Merci d'être là. Bonjour à vous Richard Lossoron. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, bienvenue, député, membre de l'Union progressiste. Votre formation politique fait parler d'elle depuis quelques jours et nous irons donc ce matin dans les couloirs, dans les coulisses de ces assises qui ont abouti au choix de Joseph Diabonou pour présider le parti. Et je dirais que les choses sont allées vite et vraiment très vite depuis lundi dernier. Et en vedette, le professeur Joseph Diabonou, redevenu acteur politique, président ou ancien président de la Cour constitutionnelle désormais. Il a démissionné lundi, passe service mardi, organise une conférence de presse toujours dans la journée de ce mardi et explique pourquoi il quitte la haute juridiction. Et pour se remettre dans le débat politique à l'Union progressiste, sa formation politique d'origine, et en l'espace de 3-4 jours, eh bien, Bruno Amoussou démissionne de la tête du parti et le parti est désormais confié à Joseph Diabonou au cours d'une réunion du bureau politique où le patriarche a dit son au revoir et cède donc son fauteuil à Diabonou. Tout s'est-il passé dans la bonne ambiance? Richard Losson. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant donc de répondre à votre question, je voudrais rendre un hommage mérité au patriarche, le président Bruno Amoussou, pour tous les sacrifices consentis
pour l'enracinement de notre parti, l'Union progressiste. Je m'en voudrais donc de ne pas saluer également les efforts de nos aînés, et notamment le président Abraham Zinokwe, le président Iti Kolaole, le président Nago, pour tout ce qu'ils ont fait en amont et en aval, pour donc que le parti Union progressiste soit de nos jours le parti le plus grand de notre pays. Alors vous avez salué le président Bruno Amoussou, qui est désormais ancien président de l'Union progressiste. A-t-il fait preuve de sagesse selon vous en quittant la présidence du parti? Oui, il a fait suffisamment preuve de sagesse et surtout de patience, parce qu'il y a plusieurs mois déjà, pour ne pas dire plusieurs années, que le patriarche, sous le poids de l'âge, cherche quand même, demande à prendre une pause, à aller à la retraite, parce qu'il estime que ses enfants sont suffisamment grands. Et de l'autre côté, il a quand même déjà, pour le peu de temps passé à la tête de ce parti, organisé le parti. Vous savez, je peux le dire, hein, que l'UP est un parti suffisamment organisé et structuré. Donc, il estime qu'il est temps qu'il puisse aller se reposer un tout petit peu. Alors, aujourd'hui, Herman Aliamboussou, on a vu ce changement au niveau de l'Union progressiste. Devra-t-on s'attendre à cela, il y a de cela quelques jours? Non, il a dit l'honorable Alassouron, il dit qu'il y a déjà quelques mois, le patriarche d'ailleurs, à l'occasion de la célébration de son anniversaire, on l'a surnommé le patriarche de l'Union, pour dire qu'il a quand même essayé d'organiser l'Union progressiste. C'est vrai qu'on entend de lui ce matin qu'il y a quelques mois, l'honorable le patriarche Amoussou a souhaité prendre la pause parce qu'il estime que ses enfants ont suffisamment grandi. C'est vrai que quand vous voyez un peu l'organisation pratique au sein des partis politiques, vous vous rendez compte que l'Union progressiste fait partie quand même des partis les plus organisés dans notre pays, avec à la tête, il a rendu hommage d'ailleurs à ces têtes de pont-là, Maître Abraham Zinokwe, l'honorable Antoine Kolaole-Idji. Je pense que il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et le départ de Maître Diagonou de la tête de la Cour constitutionnelle, déjà que au premier de sa démission, il annonçait déjà les couleurs en disant qu'il va se prêter à tout ce que le parti politique va lui confier comme mission. Je pense que c'est ça qui est décidé. Et ils sont les seuls membres de ce parti politique à savoir pourquoi ils ont confié les destinées de ce parti désormais à Maître professeur Joseph Diagonou. Et donc, sans doute que les législatives sont bien annoncées au sein de cette formation politique. Voilà, on reviendra sur les législatives qui sont véritablement annoncées. Mais pour vous, est-ce une surprise que Bruno Amoussou démissionne de la tête de l'Union progressiste, après tout ce travail qui a été abattu depuis la création du parti en 2018? Une surprise, on peut le dire, oui, avec une certaine certitude. On peut dire, je dirais même de façon péremptoire, une surprise, puisque nous connaissons les acteurs politiques au Bénin et on ne pouvait pas forcément attendre cet âge, cette expérience ou cette ancienneté à la tête du parti avant. Maintenant, je dirais de se retirer. Donc, en termes de surprise, c'en est une. Maintenant, quand on parle de sagesse, il y a également qu'il s'agit vraiment de preuves de sagesse, puisque les anciens ont travaillé à donner suffisamment d'énergie, d'expérience également à la jeunesse, et que l'heure est venue de faire confiance à la jeunesse. Je pense que c'est ça qui est matérialisé au niveau du parti Union progressiste, où de façon sage, Bruno Amoussou se retire et que le parti a travaillé à installer à sa tête désormais un jeune. C'est vrai, on parle de jeunesse au niveau donc de la tête de l'Union progressiste avec un visage qu'on connaissait très peu dans le parti. Il faut le dire. Il a été peut-être un militant chevronné à la naissance même du parti, mais étant donné ses fonctions qui ont suivi, le parti est né, je crois, en 2018. Ça n'a pas duré quand Maître Joseph Diagonou s'est retrouvé à la tête de la Cour constitutionnelle. Et donc, ces fonctions au niveau de la Cour constitutionnelle le confinaient à l'institution. Il y avait le droit de réserve. Il ne se retrouvait pas sur le terrain politique pour animer, pour militer et autres. Et par conséquent, on ne le savait pas pour autant
n'est-ce pas, pour ne pas dire très peu, le connaissaient comme militant donc du parti Union Progressiste. Ça paraît un parachutage, ce qui n'est pas, je dirais, le goût souvent de Joseph Diogbenou, puisque dans un de nos débats, en tout cas quand il a démissionné, je soulignais que c'est un militant chevronné. Voilà quelqu'un qui, ma foi, a horreur des parachutages, c'est-à-dire il commence à zéro, il commence au bout de l'échelle et finit par gravir les échelons. Je pense que s'il fait un retour, donc il quitte la Cour constitutionnelle qui est je dirais une institution de confort, faut pas le négliger, n'est-ce pas? Le saut dans l'inconnu, on l'avait dit, on l'avait souligné, on a vu là où il allait et là où il est arrivé finalement. Il vient à la tête d'un parti, sans doute en espérant peut-être plus grand et plus gros que la Cour constitutionnelle. Mais peut-être que dans justement, on verra s'il il pourra réussir cette mission qui lui est désormais confiée et qui pèse désormais sur ses épaules. Je vous avais fait la question de savoir quelle est alors l'ambiance qui a prévalu au cours de cette réunion du bureau politique, ces assises le samedi dernier, et ces assises qui ont abouti au choix de Joseph Diogbenou. Parlez-nous un peu des coulisses, des couloirs. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que si vous étiez dans la salle ce jour-là, vous comprendrez que ce fut dans une ambiance de convivialité que la séance s'est tenue. Et je voudrais signaler qu'au sein de l'Union progressiste, nous avons plusieurs instances. Et au niveau de ces instances, en premier lieu, nous avons le Congrès. Le Congrès qui est l'instance suprême de prise de décision. Et après le Congrès vient donc le Conseil national. Le Conseil national qui oriente et contrôle donc les actions du bureau politique. Et après le Conseil national vient donc le bureau politique qui est l'organe permanent de prise de décision. Je crois que c'est ce qui s'est passé donc le samedi passé, où le bureau politique s'est réuni pour donc valider les décisions prises au sein donc de la direction exécutive nationale. Donc c'est la direction exécutive nationale qui s'est réunie et qui a pris des décisions, qui a décidé donc de restructurer donc les instances du parti. Et cette décision ne peut pas être mise en œuvre sans une validation par donc le bureau politique qui est donc l'organe permanent de prise de décision. Donc après avoir rendu public donc les décisions prises au sein de la direction exécutive nationale, il y a eu un débat, il y a eu des amendements, il y a eu des propositions qui ont été prises en compte, qui ont abouti donc qu'on appelle au choix donc, du président Diogbenou, de la vice-présidente Talata et du président Benochi, comme étant les trois personnalités qui doivent rester désormais au présidium de notre parti. En dehors de ça, il y avait plusieurs députés qui ont été élus en 2019 et qui devraient normalement, selon nos statuts, intégrer donc, le bureau politique. Ça a été chose faite ce samedi-là. En plus de ça, beaucoup d'autres personnalités du parti devraient aussi intégrer et le bureau politique et la direction exécutive nationale. Donc tout ça a été fait donc, ce samedi-là, et cette décision a été donc approuvée et par acclamation d'ailleurs par le bureau politique. Voilà exactement ce qui s'est passé dans une ambiance très conviviale, comme je l'ai dit au départ. Justement, vous avez parlé de la direction exécutive nationale. On va remonter un peu dans le temps. C'était lundi que Joseph Diogbenou a démissionné de la Cour constitutionnelle avant de passer service le mardi, et pour être finalement désigné président de l'Union progressiste. C'est-à-dire que tout a été fait avant sa démission de la Cour constitutionnelle. Mais on ne peut pas dire non, parce que avant que l'enfant ne naisse et qu'il ne soit présenté au cercle de la famille, il y a eu des préalables auxquels vous et moi ne devons pas assister.
Donc, certainement, il y a une préparation au niveau de la direction exécutive nationale, préparation, décisions qui ont été portées donc devant le bureau politique. Je ne peux pas dire non. Voilà. Alors, mais il y a une grosse question, c'est pourquoi Joseph Diogbenou à la tête de l'Union progressiste? Parce qu'il y a bien d'autres militants également, si c'est en termes de jeunesse, il y a bien d'autres jeunes qui sont au niveau du parti Union progressiste. Et que nous avons vu pourquoi Joseph Diogbenou? Véritablement travailler d'arrache-pied, les Akhenatonde qui sont là, on connaît Lazare Seruito avec toute son énergie, son implication dans la prise de décision du parti. Nous avons également beaucoup d'autres personnalités, un peu comme la deuxième personnalité de l'État. Louis Vlavonou, qui pourrait être président. Il y a également des femmes, pour ne pas faire des jaloux, il y a également des femmes, des Christelle Ndonogbo et compagnie. Pourquoi Joseph Diogbenou? Dans tous les cas, il fallait que ce soit forcément une personne. Ce n'est pas un banc, c'est un poste, c'est une chaise, et il fallait forcément que quelqu'un y siège. Je crois que le choix du président Joseph Diogbenou n'est pas... c'est un choix finalement unanime, puisque validé par le bureau politique. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Joseph Diogbenou, on le connaît assez bien. C'est un militant assez discipliné. C'est quelqu'un qui a milité dans les organisations de la société civile avant donc de rentrer dans le milieu politique à partir de 2015. Il a été élu député, il a été ministre, il a été donc président de la Cour constitutionnelle, et il a dit lui-même au lendemain de sa démission que dans la vie, que ce ne sont pas les positions qui comptent, les objectifs, ce sont les objectifs. Et donc, au vu de tout ça, il a démissionné donc de son poste de président de la Cour constitutionnelle, une noble institution, pour se mettre donc au service de son parti politique. C'est un sacrifice, et je pense que c'est... Est-ce que ça sous-entend que le parcours de Joseph Diogbenou a milité en sa faveur, contrairement aux autres du parti, bien jeunes également? Tout à fait, c'est possible. Et je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien que ce soit une personne. Et le choix du professeur Joseph Diogbenou, je crois que c'est une personnalité d'un certain rang, et il peut bel et bien diriger valablement. Alors justement, l'Union progressiste, c'est le premier parti du Bénin, ça on le sait. Vous avez des militants un peu partout à l'intérieur du pays, sur toute l'étendue du territoire national. Quel est l'accueil réservé à cette désignation lorsqu'on redescend à la base? Vous, par exemple, vos militants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Vous voulez parler du COUFO ou... Non, les militants de l'Union progressiste. De façon globale. D'accord. Oui. Non, dans tous les cas, l'information va être portée vers les militants à la base. Nous allons certainement organiser dans les jours à venir des séances de restitution pour expliquer donc les nouvelles décisions prises au niveau du parti. Et forcément, comme dans l'Union progressiste, c'est la discipline, je pense que les militants à la base vont pouvoir accueillir cela favorablement. C'est-à-dire que l'Union progressiste travaille, n'est-ce pas, à prendre des décisions avant d'aller consulter, avant d'aller informer la base, plutôt que de consulter cette base en amont avant de prendre ses décisions. Non, et dans le cas d'espèces, ce ne serait pas possible. Il y avait urgence, c'est comme une forme de procédure d'urgence. Non, ce n'est pas une urgence. Quand même, on a besoin juste d'apporter du sang neuf, du sang jeune au présidium de ce parti. Donc, il n'y a pas urgence, mais pour les enjeux à venir, pour les élections qui se pointent à l'horizon, il fallait quand même que nous puissions faire cette restructuration-là et pouvoir donc... Et l'homme capable, c'est Joseph Diogbenou. Tout à fait. On va évoluer dans la discussion. Oui, on vous écoute, Herman Agnamboussou. Je pense que la révolution n'a jamais été l'œuvre d'une foule. La révolution a toujours été l'œuvre de 3, 4, 5, 6 personnes ou plus 10 qui organisent cette révolution-là parce que jugeant, c'est pas parce que trouvant des enjeux, certains enjeux ou des défis à relever. L'Union progressiste, puisqu'on en parle aujourd'hui, c'est vrai que Joseph Diogbenou est devenu président de ce parti politique-là. On a vu Bruno Amoussou
patriarche, organiser ce parti politique, réussir à imprimer une certaine dynamique à ce parti politique. Aujourd'hui, quand vous voulez, par exemple, ou alors jusqu'à son départ, le parti est si bien organisé que quand vous touchez une des personnalités du parti, et quand vous dites je reviens ou que vous touchez la dame, Christelle Oundorigo, quand elle vous dit je vous reviens, elle vous trouve un invité. Ça veut dire que c'est bien organisé. Aujourd'hui, je pense que le défi qui attend Joseph Dioguénou, c'est de parvenir à maintenir cette cohésion-là au sein de cette formation politique. Mais je crois que c'est fort de son expérience ou de son expérience de militantisme et tout, que le parti a jugé de le prendre parce que justement, il y a des enjeux. Les enjeux, c'est d'abord comment positionner, qui positionner pour les législatives. Ensuite, comment faire en sorte que le Parti non progressiste continue d'être le parti le plus fort du Bénin, le plus grand parti politique du Bénin. Parce qu'il y a d'autres formations politiques qui veulent challenger l'union progressiste. Je pense que tout ça l'a mis dans la balance. Tout ça a pu militer en faveur du choix de Joseph Dioguénou. Maintenant, c'est comment il fait pour pouvoir maintenir la cohésion, pour faire en sorte qu'il y ait le renforcement de la cohésion au sein de l'Union progressiste, parce que la tâche ne sera pas facile. Vous avez cité le nom de certaines personnalités qui auraient pu prendre la tête du parti. Je prends même le cas de Richard Sorou sur le plateau, qui est aussi jeune, qui aurait pu se dire j'ai les qualités qu'il faut pour être président du parti. Mais toujours est-il que nous ne savons pas les éléments qui ont milité en faveur du choix de Joseph Dioguénou. Est-ce que c'est un choix imposé? Est-ce que c'est un choix démocratique? Je pense que... Il y a même ceux qui étaient à la réunion du bureau politique qui ont dit que l'ambiance n'était pas très bonne et que Bruno Amoussou serait parti un peu fâché et que connaissant un peu... Ah oui, et que connaissant un peu tout ce qu'il a comme prestige, tout ce qu'il a comme sens de l'organisation, qu'on aurait pu assister à un truc connaissant un peu l'homme avec ses humours. Je pense que vous devez mettre l'accent sur l'ambiance qui a prévalu. Est-ce que c'est réel ce que les gens ont raconté? Oui. Non, mais le choix démocratique ou le choix imposé, décision du bureau politique et bien d'autres. Quelle est la vraie raison? Certains pensent que même la décision serait venue du sommet de l'État. Non, je ne pense pas que quelqu'un de la trempe du président Bruno Amoussou puisse subir une si forte pression, puisse être aussi manipulable. Je ne pense pas. Puisqu'il s'est déplacé de lui-même pour venir donc présider la séance. De bout en bout, il a présidé, il nous a fait rire parfois, comme à ses habitudes, comme on le connaît. Donc, tout ce qui a été relaté par les journaux, sur les réseaux sociaux, je crois que c'est du faux. Vous a-t-il dit sa nouvelle destination, Bruno Amoussou? Non, mais bon, je ne saurais le dire. Je saurais le dire, mais dans tous les cas... Ou une retraite politique, disons. Non, le président Bruno Amoussou, il est vrai qu'il a cédé sa place aux jeunes, mais il est toujours dans l'antichambre. Dès que nous allons manquer des incantations, nous allons lui faire recours. Ça, il n'y a rien à dire. Oui. Alors, on va évoluer dans la discussion. Cher monsieur, je vais recueillir un peu votre avis avant de donner la parole à notre invité fil rouge de ce matin sur cet aspect de la chose. C'est vrai que vous avez cité le parcours de Joseph Dioguénou, le bagage intellectuel qu'il a. Ici, maintenant, c'est de diriger les hommes, notamment une formation politique, même si vous allez dans la même direction, les intérêts ne sont parfois pas les mêmes, surtout que nous allons à une élection législative. Peut-il véritablement réussir à la tête de ce parti, surtout qu'il y a un grand test qui pointe à l'horizon, les législatives? Bon, s'il peut réussir, si on s'en tient à son parcours et autres, on peut espérer qu'il va réussir. Maintenant, quels sont les moyens qu'il se donne lui-même, n'est-ce pas, pour réussir cette mission? Quels sont les moyens que les militants, les autres acteurs de cette même formation mettent à sa disposition pour qu'il puisse réussir sa mission? Parce qu'on dit un homme, une mission, des moyens. Et quand on parle de moyens, il ne s'agit pas ici forcément des moyens financiers, mais il y a le management qu'il faut, parce qu'on a noté que Bruno Amoussou a fait l'unanimité autour de sa personne quand il dirigeait cette formation. C'est 50 ans d'expérience politique. Tout au moins. Voilà, donc il y a ce mérite-là. Mais il y a la fraîcheur au niveau de Joseph Dioguénou, il y a l'expérience et la fougue qu'il y a au niveau de Joseph Dioguénou. Il va falloir qu'il puisse l'utiliser, mais n'est-ce pas, savoir manipuler ou manier la chicotte et la carotte, savoir utiliser sa jeunesse à bon escient, parce que là, quand il y a excès, vous savez que ça peut également dégringoler. Il y a que l'arrivée tout fraîchement de Joseph Dioguénou. Quand je dis
le retour tout fraîchement de Joseph Diogbenou au niveau du parti, ça doit sans doute créer les mécontents. Herman a souligné tout à l'heure, même si Richard Alossoou estime que ce sont les communiqués et les commentaires des journalistes qui sont allés à ce niveau, il y a que l'un mis dans l'autre, qu'il s'agisse d'une vérité ou qu'il s'agisse d'un excès donc des journalistes. Joseph Diogbenou a intérêt, n'est-ce pas, à travailler, à créer la cohésion au sein du parti, à coller les morceaux de manière à ce que les petites frustrations, ceux qui étaient là et espéraient le poste de président, ceux qui étaient là et espéraient peut-être meilleur, parce qu'il n'y a pas que le poste de président, et il n'y a pas que Joseph Diogbenou, il y a le poste plutôt de la première vice-présidence, de la deuxième vice-présidence également. Sans doute qu'il y avait des têtes qui ont milité et qui espéraient ces postes-là. Maintenant, il revient à Joseph Diogbenou qui est à la tête, parce que quand on lance un caillou, n'est-ce pas, en haut, la première partie qu'on garde pour protéger, c'est bien entendu la tête. Ça veut dire que c'est très sensible. Il faut vraiment toutes les précautions qu'il faut. Il faut tout le management qu'il faut pour pouvoir réussir cette mission. Je pense qu'il y a qu'à faire recours à son passé de militant au sein de Alternative Citoyenne. Oui. Pour comprendre que Joseph Diogbenou a quand même travaillé à réunir autour de sa personne, autour de certains idéaux, de cette, je crois que c'était une association, qui est devenue après parti politique. Je pense qu'il a travaillé quand même à réunir autour de ces idéaux-là beaucoup d'éléments qui aujourd'hui appartiennent à nos progressistes. Et donc, c'est à dessein que tout de suite, quand ils sont tous partis, on a dit, bon voilà, sans doute que Joseph Diogbenou aussi est membre de cette formation politique-là, nous progressistes. Je pense que Joseph Diogbenou, quand il a pris la tête de la Cour constitutionnelle, il a travaillé également à ce qu'il y ait des réformes à la tête de cette Cour constitutionnelle, lesquelles réformes aujourd'hui ont porté leurs fruits. Quand il partait de la Cour constitutionnelle, vous avez vu tout ce qui a été dressé comme laurier pour ces 4 ans à la tête du parti politique, je pense, à la tête de la Cour constitutionnelle. Je pense qu'en venant ici et en prenant la tête de cette formation politique, il y a beaucoup d'enjeux qui se dressent devant lui. C'est comment réussir à positionner les éléments qu'il faut pour que les législatives de 2023 constituent un autre test qui permettent aux partis politiques de se maintenir en tant que première formation politique dans le pays. Oui. Ensuite, c'est comment il fait pour que les réformes qui s'annoncent, à savoir que 2026 sera les élections générales, comment faire pour que ces élections générales s'organisent au mieux de leur forme également, pour que on puisse constater que l'Union progressiste a pu effectivement présenter un candidat et a réussi à prendre la magistrature suprême. Parce que les réformes qui ont été introduites au niveau du système partisan visent à faire en sorte que désormais on puisse ne plus avoir Herman Niamboussou qui quitte la diaspora, qui atterrisse ici et qui devienne président de la République et tout, mais c'est de faire en sorte que les candidatures soient portées par les partis politiques. Et donc, si tel est le cas et que l'UP a estimé que Diogbenou Joseph, il a été ministre, il a été président de la Cour constitutionnelle, il a été beaucoup de choses, si on estime que c'est lui qui peut porter cette cohésion-là, je pense que c'est une bonne chose. Pour ma part, c'est une mission qu'il va réussir à accomplir parce qu'il n'a même pas le choix. Il faut qu'il aille très vite. Alors, certains qui pensent qu'il y a à ce niveau un manque d'expérience, au niveau de l'Union progressiste, on lui accorde, je dirais, une confiance. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui véritablement a milité en faveur de sa désignation? Est-ce qu'il pourra véritablement réussir cette mission quand on sait que le premier grand test pour lui, c'est bien sûr ce qui arrive en janvier 2023. Non, je pense qu'il n'y a pas de doute. Et le président Diogbenou doit pouvoir réussir. Et s'il doit réussir, il ne peut pas être seul. Je crois que tous les camarades militants doivent pouvoir apporter leur pierre à l'édifice pour bâtir la maison Union progressiste. Le professeur Diogbenou, le président Diogbenou, doit réussir parce que si vous faites un clin d'œil aux innovations qu'il a apportées tout en étant président de la Cour constitutionnelle, vous comprendrez aisément que c'est d'abord un homme de consensus. Et quand vous êtes un homme de consensus, quand vous recherchez le consensus devant toute situation, vous avez forte chance donc de réussir. Et en introduisant, par exemple, au sein de la Cour constitutionnelle, les audiences publiques, ce qu'on n'observait pas dans un passé récent, je pense que on peut déduire de là que c'est quelqu'un qui cherche à travailler par consensus. Et en le faisant comme ça, il pourra véritablement consolider les liens au sein du parti, il pourra véritablement consolider la cohésion du groupe,
et avec ça, il y aura forcément un plein succès. Pour les élections législatives qui viennent, nous allons, au sein de notre parti et dans nos différentes bases, travailler, l'accompagner, lui faire des propositions, l'écouter, pour que l'exploit qu'on a eu à engranger en 2019 puisse être donc réitéré. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nous allons nous mettre ensemble, serrer nos coudes et nous mettre sur le chemin du travail. Alors en tout cas, c'est un tout bon début à vous entendre parler. Cette cohésion à laquelle vous faites allusion, cet objectif commun que vous visez au sein de l'Union progressiste et que vous pensez qu'avec l'effort de tous, vous réussirez. J'aimerais quand même vous demander, avant qu'on évolue dans nos discussions, où sont-ils les autres barons de l'Union progressiste, à voir Ramzi Ndoye, Antoine Kolaole Idji, ou encore Mathurin Kofinago et bien d'autres personnalités. Vont-ils emboîter le pas à Bruno Amoussou ou rester toujours au sein de la formation politique pour accompagner Diogbenou à bon port? Le président Bruno Amoussou n'est pas parti définitivement du parti, il ne s'est pas soustrait du parti. Non, il demeure membre fondateur du parti au même titre que les autres présidents, Idji et Abraham Zizinoué. C'est des sources intarissables de conseils et d'orientation. Je l'ai dit tantôt que dès que nous serons dans le besoin où nous manquerons des incantations, mais nous irons les consulter. Ils vont nous orienter, ils vont nous guider. On dit souvent que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc le bâton n'est pas rompu. Non, c'est une continuité. Oui. Christian Dandéjian, j'étais tout à l'heure Richard Sorou, il faisait retour sur, je dirais, l'expérience et surtout le séjour de Joseph Diogbenou au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais attention, il faut faire une démarcation et faire constater que oui, au niveau de la Cour constitutionnelle, on n'a pas la même pression qu'on aura désormais au niveau de l'Union progressiste, parce qu'en termes de décision et en termes d'abord de la configuration de la Cour constitutionnelle, il s'agit de 7 sages. Quand les 7 réfléchissent sur ce qui engage toute la nation, on peut prendre une décision de façon péremptoire qui, à la limite, est sans recours. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Mais ici, il s'agit de la gestion des hommes. Il s'agit de la gestion des circonscriptions électorales, de la gestion donc de la base, comme on dit, de la gestion des camarades militants de l'Union progressiste. Et là, faire face aux états d'âme des uns et des autres, des coups de gueule des uns et des autres, des mécontentements, des frustrations et autres. Cuisiner tout cela n'est pas facile. Ce n'est pas donc la même chose que quand il s'agissait de la Cour constitutionnelle, où entre 7 et qu'on vient avec le maillet et quand on tape, c'est à la limite sans recours. Donc ici, il y a un grand travail à faire et le premier test, vous l'avez souligné, c'est le test des élections législatives de 2023. Union progressiste est, à l'heure où nous parlons, le premier grand parti politique au Bénin. Majorité à l'Assemblée nationale, majorité au niveau des conseillers également. Et là où ça devient un grand défi, c'est comment on maintient ce rang. Parce que quand on est champion, c'est bon, mais se maintenir champion sur une longue période, pour ne pas dire pour l'éternité, c'est un gros défi. Et par conséquent, Joseph Diogbenou doit travailler à ce que ce défi soit relevé et peut-être même plus. C'est-à-dire que si Joseph Diogbenou fait la même chose que Bruno Amoussou, c'est-à-dire il est au même point que Bruno Amoussou, ma foi, il a échoué. Il devrait faire plus pour qu'il s'en sorte à la fin avec des acclamations. Oui, je pense que ce matin, nous faisons focus sur la personnalité de Joseph Diogbenou parce qu'il est le président de l'Union progressiste. Mais n'oublions quand même pas qu'à ses côtés, il y a aussi 2 autres figures de proue de la politique nationale. C'est Mme Talata, qui est aujourd'hui vice-présidente de la République du Bénin. Et ensuite, Gérald Benonchi, qui est également quand même un des cadors de la politique au Bénin. Je pense que, oui, Joseph Diogbenou, il va quand même pas évoluer un peu comme s'il dirigeait une maison où quand il se lève, il parle, tout le monde se tait. Non. Il s'agira pour lui d'avoir le sens de l'écoute. Il s'agira pour lui de pouvoir écouter ceux qui l'entourent. Richard Alonso est venu sur ce plateau, sans doute parce que ce matin, il a informé son parti pour dire je vais sur le plateau et tout. Donc,
travailler à cette cohésion autour de sa personne aussi. Travailler à ce que des décisions soient prises un peu à l'emporte-pièce. Je crois que ça fait partie des gros challenges qui attendent Joseph Diogbenou. Encore que 2023 également, il y a la question de positionnement sur la liste, qui positionne pour que le parti continue d'être la première formation politique dans notre pays. À la fois, comment faire les choses, parce que le chantier qui attend. Le chantier qui attend, encore que nous avons au plus 4 mois qui nous attendent déjà, et c'est sans doute qu'on va revenir là-dessus, sur déjà la guerre de positionnement. Est-ce que ça a commencé déjà? Est-ce que Diogbenou sera-t-il candidat? Est-ce qu'il sera candidat? Est-ce qu'il va venir arbitrer les choses? Est-ce qu'il va venir casser ce qui avait déjà commencé encore que en droit on dit coup de cassation? Est-ce qu'il va venir casser? Est-ce qu'il va venir confirmer ce qui est déjà fait? Alors, finalement, c'est quoi le plan? Puisque dans l'opinion, on se pose beaucoup de questions. L'Union progressiste a certainement un plan. C'est sûr, certains que vous l'avez entendu aussi. Diogbenou, candidat aux législatives. Diogbenou, prochain président de l'Assemblée nationale. Et Diogbenou, remplaçant de Patrice Talon en 2026. À votre niveau, est-ce que vous avez fait le débat? À notre niveau, le débat n'est pas fait. Le débat n'est pas fait. Si vous me demandez, moi, votre avis, Richard Lossohon, si j'aimerais être président de la République, je vous dirais quoi? On ne sait pas, dites-nous. Naturellement, oui. Mais je demande à Christian s'il souhaite être président de la République. C'est un vœu. C'est pas moi qui pose la question, mais... Oui, il suffit de remplir les conditions, et puis oui, donc oui, qu'il refuse d'être président de la République. On peut remplir les conditions. C'est un plan au niveau de l'Union progressiste alors? Non, ça je ne sais pas. Mais vous savez, dans la vie, quand tu es à la recherche de 10 francs et que tu parviens à le trouver, tu penses à 25 francs, 50 francs. Et ainsi de suite. Ouais. Le président Diogbenou a démissionné de la Cour constitutionnelle, s'est mis à la disposition de son parti. Aujourd'hui, il est le président de l'Union progressiste et il a bien exprimé que l'Union progressiste peut faire de lui ce qu'il souhaiterait, qu'il est candidat à tout. Oui. Je ne dis pas forcément qu'il serait candidat en 2026, mais si vous me posez la question, moi je vous dirais oui, je le souhaite. Qui ne souhaite pas les bonnes choses? Qui ne souhaite pas diriger un pays? Qui ne souhaite pas briguer la magistrature suprême? Nous voulons tous. Nous voulons tous. Donc au moment opportun, je pense que vous aurez le temps de lui poser la question et il va vous apporter des réponses indiquées. Mais tout de suite, je peux dire qu'en tant qu'humain, aspirant aux meilleures choses qu'on puisse obtenir, les meilleures choses qui puissent nous arriver dans la vie, c'est possible qu'il ambitionne être candidat en 2026. On saura le dire tout de suite. Mais si vous me demandez à moi, Richard Lossohon, si je souhaite être président de la République, je dirais oui, pourquoi pas. C'est une bonne chose. Voilà. D'accord. On va descendre d'un palier, n'est-ce pas? Une des questions de Christian, c'était de savoir si le débat a été fait en termes de positionnement, par exemple, pour 2023. Au niveau du parti Union progressiste. Est-ce que vous avez déjà entamé les débats? Les travaux ont commencé en termes de désignation de candidats, n'est-ce pas, pour les élections de 2023. On ira un peu plus vite. Au niveau de l'Union progressiste, il y a une commission nationale des investitures qui se charge donc du positionnement des candidats. Je ne suis pas encore certain que cette commission fonctionne déjà, mais dans tous les cas, la réflexion serait en cours. Et c'est cette commission donc qui va essayer de faire les positionnements dans les 24 circonscriptions de notre pays. D'accord. Nous sommes pratiquement au terme de nos échanges, mais je vais vous proposer la rubrique qui va suivre, c'est bien sûr le pour ou contre. On va l'introduire donc dans le forum de discussion. La question a été posée aux citoyens béninois rencontrés par Naguib Alagbé. Sont-ils pour ou contre cette nouvelle présidence au niveau de l'Union progressiste? On va suivre le pour ou contre rapidement et on revient pour conclure cet entretien. Julien Roland Teguédon. Je suis naturellement pour. Pour parce que, vous savez, dans la vie, il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Et en ce sens, je voudrais franchement tirer un chapeau au président Bruno Amoussou qui vient de donner une belle leçon de grandeur à tous les acteurs politiques. Vous savez... c'est comme je le disais, même sur vos plateaux la dernière fois, à l'Union progressiste, le passage de témoin n'est
pas des incantations. Ça se passe au jour le jour et avec l'arrivée à la tête de l'Union progressiste, de ce trio brillant, je vais dire, on ne peut que se dire que l'Union progressiste a de beaux jours devant elle. Quand vous voyez le profil, le parcours de celui qui aujourd'hui dirige l'Union progressiste, on ne peut que se dire que oui, à l'Union progressiste, les bons choix savent se faire. Jolidon Lafia, artiste musicien, consultant culturel. En fait, à l'UP, la jeunesse a toujours été le poumon, le cœur de toutes les actions. Sous la direction de nos aînés, Amosso Bruno et le président. Bon, vous voyez, donc, on a toujours fonctionné de cette manière-là. Tout vient de la base. Et le sommet irrite la base. Il y a un enjeu qui vient. Il va falloir que des personnes pétries d'expérience, de talent et surtout d'humilité. Et donc nous jubilons. Quand j'apprends au niveau des médias que le parti est tétanisé, nous jubilons parce que nous l'attendions depuis. Et donc c'est venu, ensemble maintenant, nous allons agir comme on le fait depuis. Je m'appelle Bana Ibrahim. Écoutez, en tant que moi-même jeune, je pense que c'est dans l'ordre normal et la démocratie est d'accord avec le rajeunissement. Je suis pour. Quand on a du sang neuf à la tête d'un parti, évidemment, ça ne peut apporter que quelque chose de positif. La démocratie, elle mérite qu'il y ait de temps en temps un renouvellement de l'élite politique. Ça viendra avec de nouvelles idées, avec évidemment de nouvelles équipes. Et je pense que c'est cela qui renforce le débat politique, le débat démocratique. Le nouveau président, je pense qu'il est quelqu'un, d'abord, au vu du poste qu'il a occupé au Bénin, il a occupé il est la troisième personnalité avant de démissionner. Je crois qu'on ne peut pas trouver mieux que lui pour diriger le parti présidentiel. Brice Fak de mes conseils communaux à Bomé-Calavi. Je pense, avant de répondre à cette question, qu'il faut remercier vraiment les instances dirigeantes du parti de l'Union pour la Nation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un événement. C'est un événement qu'il faut saluer, ce rajeunissement, parce que quand vous faites les analyses, vous voyez que les 3 élus sont à peu près à la cinquantaine. Nous passons par là pour remercier vraiment le président, le monument, président Bruno Amosso, parce qu'il a beaucoup fait pour ce parti. Il a fallu quelqu'un comme ça pour mettre les choses au point d'abord, avant de passer à ce qu'on voit. Parce que sans l'expérience, on ne peut aller nulle part. Mais nous passons par là pour saluer le nouveau président élu, le président Djokbenou, que vous connaissez tous, qui est un homme pétri d'expérience, qui a fait beaucoup de luttes dans ce pays. Donc je suis rassuré, tout en étant membre fondateur de l'Union pour la Nation, qui pourra nous conduire à bon port, parce qu'il est aussi pétri d'expérience. C'est El Hadj Raj Mouftaou. Je suis pour le rajeunissement, non seulement de UP seulement, mais de toute la classe politique. Ouais, donc je suis pour. Je vois déjà le rajeunissement de la classe politique. Donc moi, je suis pour le rajeunissement de la classe politique. Donc c'est pour cette raison, et pour que la jeunesse puisse prendre le pouvoir. Les vieux, c'est pas qu'ils ont mal fait, mais ils en ont assez fait. Donc ils n'ont qu'à nous laisser la place, nous les jeunes là aussi, continuer la relève. Vous avez en face de vous El Hadj Ousmane Ali, qui est le président de Tembi Atlantique Littoral. Merci. Non, c'est pour dire que je suis pour, et j'adhère tout à l'heure ce que El Hadj Moufou a dit, j'adhère à ce qu'il a dit. Il est temps que les vieux là donnent la main déjà aux jeunes pour que vous aussi puissent expérimenter ce que c'est que le pouvoir. Je suis très content et je remercie infiniment notre papa Amosso Bruno d'avoir pensé à remettre la place aux jeunes. Vraiment, bon, nous jeunes aussi, on s'apprête et Inch'Allah, nous allons arriver au bout. Oui, nous allons faire plus que ce que les vieux là ont fait. Inch'Allah. Merci à vous.
Et voilà, c'était quelques citoyens rencontrés et ainsi sont pour ou contre ce choix de Joseph Dogbenou. Et au niveau du parti Bloc républicain, il y a ce communiqué signé du secrétaire général national du parti qui félicite donc le choix de Joseph Dogbenou et qui s'engage aux côtés de l'Union progressiste. Comment avez-vous accueilli ce communiqué et ce sera votre mot de fin? C'est tout à fait normal que le secrétaire général national exécutif du Bloc républicain puisse adresser des mots d'encouragement à son collègue, président de l'Union progressiste, le président Bruno Amoussou, et le féliciter pour l'acte qui vient d'être posé. Et aussi, c'est normal qu'il salue aussi l'arrivée donc du président Joseph Dogbenou, celui-là avec qui il a partagé en temps le portefeuille du garde des Sceaux au niveau du gouvernement du président Talon. Donc c'est possible qu'il apprécie son arrivée par rapport à l'amitié qui les lie, par rapport à tout ce qu'ils ont eu à faire ensemble dans le passé. Je pense que c'est une bonne chose. Le BR est un parti de la mouvance présidentielle et c'est normal qu'il y ait une alchimie entre ces deux partis, qu'il y ait donc qu'on appelle une forme d'entente, une solidarité. Voilà. Donc c'est normal et c'est à saluer. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être passé par ici. Richard Le Soron, député membre de l'Union progressiste, avec ce nouveau vent qui souffle à la tête de l'Union progressiste au niveau de certaines instances du parti. En tout cas, bon retour chez vous. Merci beaucoup. On va parler éducation à présent avec les examens de fin d'année scolaire, l'analyse des résultats du brevet d'études du premier cycle et les orientations à proposer aux élèves qui entrent désormais dans le second cycle. Serge Rougnetet, enseignant pédagogue, on va le recevoir, restez avec nous. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, Serge Rougnetet, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue en plateau. Vous êtes enseignant, vous êtes pédagogue, vous suivez de près le déroulement du processus qui conduit à la proclamation des résultats des différents examens, notamment du BEPC et du baccalauréat. Quelles sont vos appréciations de ces différents résultats avec les scores qui sont réalisés? Ok, merci. Je voulais vraiment féliciter tous ceux qui interviennent dans le système éducatif au Bénin, parce que ces résultats que nous avons eus au BEPC, franchement, ce sont de très bons résultats. De même, par rapport au bac, nous avons eu de très bons résultats. Je voulais franchement féliciter les ministres de tutelle qui ont fait le job, qui ont vraiment coaché
tout le système éducatif. Franchement, ils ont fait un bon boulot. Pour descendre, je voulais aussi féliciter les enseignants, les élèves qui ont bien suivi les cours et qui ont suivi les conseils de les enseignants. Je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai que ce sont des résultats provisoires parce que ce matin, les nouveaux bacheliers sont encore en train de faire les matières orales. Sportives. Sportives d'ailleurs, voilà d'abord. Donc, par rapport au BPC, vous avez constaté que l'année passée, on avait obtenu un résultat, un pourcentage de 60% environ. Cette année, nous sommes passés à 66% et plus. Ça, franchement, ça c'est un très bon score. Cela témoigne des réformes engagées par le gouvernement. Des réformes dans divers domaines, dans le secteur de l'enseignement. Parce que vous avez constaté que aujourd'hui, l'année scolaire commence à temps, les cours commencent à temps, les enfants suivent les évaluations, le personnel d'encadrement est mis à disposition. Et on est privé également des grèves comme par le passé. Bon, c'est un très bon choix. C'est un bon choix parce que ça aide beaucoup les apprenants. Et on a mis à disposition de l'enseignement secondaire le personnel d'encadrement, les inspecteurs. Depuis 2021, on a de nouveaux inspecteurs pour le personnel d'encadrement. On a les CP qui encadrent, qui suivent les enseignants. Et je pense que c'est un bon boulot. Par rapport au bac, les gens vont dire que les résultats ont régressé. Oui, la régression, justement. Voilà. Mais non, vous savez, depuis plus de 50 ans, on n'a pas eu ces résultats. C'est vrai que l'année passée, nous avons mis la barre très haute. Parce que nous étions allés jusqu'à 64% l'année passée. Donc franchement, c'était un résultat extraordinaire que nous n'avons jamais eu. Ou bien nous avons eu il y a très longtemps. C'est ça. Donc revenir à 59%, ce n'est pas... C'est une régression. Mais en réalité, c'est parce qu'on n'a pas pu battre notre propre record. C'est le problème que nous avons eu en réalité. Sinon, ce résultat, à comparer aux 20, 30, 50 dernières années, 59%, c'est un très bon résultat. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter là? Non, je ne pense pas. Par rapport à l'année dernière, puisqu'on a chuté un peu. Il y a matière à s'inquiéter, mais ce n'est pas ça. Il faut remarquer que si vous allez dans les détails, vous voyez au niveau de chaque série, il y a eu quelques 2 séries qui ont eu un peu de problème. Lesquelles? Il y a eu la série D, par exemple, qui a eu un peu de problème. La série F1 aussi a eu un peu de problème. Parce que là, ça veut dire qu'à ce niveau, les enfants ont eu un peu de problème. Mais je pense qu'en matière, en général, il n'y a pas d'inquiétude. Parce que, franchement, aujourd'hui, les élèves que nous avons, les candidats que nous avons aux examens, c'est des gens qui sont très bien formés. Et là, je tire un chapeau au gouvernement pour les efforts qu'ils font chaque jour. Vraiment. Parce qu'il y a d'accalmie, tout se passe très bien. Donc vraiment, je suis très satisfait des résultats de cette année. Et je pense que les années à venir... Au niveau de l'examen du baccalauréat, il y a de ces séries-là, puisque nous irons vers les orientations des élèves du second cycle, ceux qui passent maintenant du premier cycle au second cycle avec leur brevet. Pour le bac A2 et le bac B, il y a eu environ 34 000 qui sont présentés et il y a eu comme admissibles 24 000. Et le bac D, il y a eu 12 000 admissibles sur environ 28 000 candidats présentés. On a constaté qu'il y a de l'engouement des candidats, en tout cas les élèves qui choisissent plutôt la série A2, la série B ou encore la série D. Mais les autres séries sont DLFC. L'enfant pauvre, c'est bien souvent la série C et les séries professionnelles. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Les mathématiques inquiètent toujours. Oui, vous savez, effectivement, les apprenants ne choisissent pas souvent les séries C parce qu'il y a souvent problème en mathématiques. Mais moi, je voudrais les encourager à s'intéresser aux mathématiques parce que ça permet... Vous êtes aussi un enseignant de mathématiques. Je suis d'ailleurs un enseignant de mathématiques, voilà. Je voudrais les demander de s'intéresser aux mathématiques parce que ça permet d'aller vers les filières pointues, c'est-à-dire vers les filières d'ingénieurs, les filières d'architectes, les filières de design, bref, plusieurs filières quand même qui sont des filières d'avenir. Donc je voulais exhorter les apprenants quand même à s'intéresser aux mathématiques. Mais là où je veux en aller, c'est beaucoup plus à ceux qui passent le BEPC et qui font ce second cycle. D'accord. Parce que souvent, les apprenants pensent que
quand on a le BPC et quand on passe au second cycle, du coup, on doit faire soit la série A, la série B et même la série C pour certains. Mais apparemment, beaucoup d'apprenants ne savent pas qu'il y a les filières d'enseignement technique. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, avec les grands travaux qui sont entrepris dans notre pays, on a besoin d'ouvriers qualifiés. Oui. Pour être ouvrier qualifié, il faut faire un lycée d'enseignement technique. Donc on a besoin d'ouvriers qualifiés. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la vision du gouvernement est qu'on puisse renverser la tendance. Oui. C'est-à-dire passer de l'enseignement général qui est très majoritaire à l'enseignement technique et professionnel oui. qui reste minoritaire. D'ailleurs, dans ce cadre, vous devez voir au niveau du PHG2 que le gouvernement s'attelle à construire beaucoup de lycées agricoles et d'enseignement technique et faire des rénovations dans ce sens. C'est donc pour booster ce côté enseignement technique que le gouvernement fait ses efforts. Il y a aussi plein d'enseignants qui sont aujourd'hui en formation pour les lycées d'enseignement technique. Donc il faut comprendre que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Parce que si vous allez par exemple dans les lycées, on a beaucoup de filières. Oui. Par exemple, dans les BTP, il y a les métiers du bâtiment, où on a ceux qui sont formés en génie civil, c'est-à-dire bâtiment et travaux publics, ceux qui sont formés dans les constructions métalliques, dans le bois, construction en bois. Il y a beaucoup de métiers, mais les apprenants ne sont pas informés. Le froid, la climatisation, l'électrotechnique. Voilà, nous avons toutes ces filières. Nous avons une filière qui est là il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, qui est métier de mode et vêtements. Ceux qui veulent devenir stylistes, par exemple, créateurs de mode, mais ils peuvent s'inscrire en seconde au lycée technique pour faire le métier de mode et de vêtements. Est-ce que vous estimez qu'il n'y a pas eu suffisamment de vulgarisation autour de ces nouvelles filières de formation technique et professionnelle pour que, il n'y ait pas autant d'engouement des apprenants vers ces filières-là? Non. Puisque les premiers choix, c'est souvent les séries littéraires, les séries CD. Je pense bien que l'information est passée au niveau de nos autorités. L'information est souvent passée, mais c'est les parents qui ne prennent pas à bras le corps ce côté. Parce qu'il y a beaucoup de négligence. Parce que vous savez, très tôt maintenant, si moi je venais aussi ce matin pour en parler, c'est parce que très tôt on commence par faire les tests d'entrée dans les lycées. Donc il faut très tôt que les parents soient informés. Les parents se reprochent pour vite se réveiller. Pour se réveiller, pour savoir à telle date il y a test au lycée, il y a tel dossier qu'il faut constituer. Et il faut qu'ils se préparent très tôt. Si je reviens encore à la formation professionnelle, vous savez aujourd'hui, il y a un domaine qui marche bien. L'hôtellerie et la restauration, le tourisme. On en a besoin. Vous savez d'ailleurs, pour les 26 œuvres qu'on a ramenées, vous voyez l'engouement qu'il y a eu. Et aujourd'hui, les gens de la diaspora sont en train de vouloir rentrer pour suivre, pour aller visiter ces œuvres. Mais ça, c'est de la matière. On a besoin des guides touristiques. On a besoin des hôteliers. On a besoin de beaucoup de gens dans ce sens. Donc aujourd'hui, moi, j'encourage les jeunes qui ont leur BPC à aller vers ces filières qui sont des filières d'avenir. Justement, vous avez parlé des sciences et techniques, des métiers d'art, par exemple. Très bien. C'est une très belle série. Il y a les sciences et techniques des métiers d'art qu'on enseigne. Par exemple, si vous rentrez dans ce domaine, il y a le graphisme qui est enseigné, il y a l'art textile qui est enseigné, il y a les métiers du son qui sont enseignés, il y a les formations en musique, en piano, en danse, en théâtre, en batterie. Il y a des lycées au Bénin, dans le privé d'ailleurs, qui font ces formations. Mais les gens ne sont pas informés. Parce que vous savez, c'est vrai qu'on n'a pas les conservatoires ici au Bénin. Mais vous savez, si aujourd'hui on a un grand artiste mondial qui vient au Bénin pour jouer, et s'il n'est pas venu avec tout son national, c'est-à-dire s'il n'est pas venu avec tous les musiciens, il faut que sur place on puisse avoir des pianistes, des guitaristes qui l'accompagnent, qui puissent prendre les partitions et jouer dans la cadence. Mais il faut la formation. Ce n'est pas dans les rues qu'on va faire ces formations, c'est dans les écoles. Et je pense que le gouvernement s'attelle à ces choses. Donc je propose que les parents se réveillent tôt pour que les enfants puissent être inscrits. Et ça aussi, ça va régler le gros problème de diplômés sans emploi. Là, on est déjà orienté. Ça va ouvrir des débouchés. Des filières agricoles. Voilà, ça, j'en avais pas parlé. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, notre pays, franchement, si on fait l'effort de développer l'agriculture, je pense qu'on va s'en sortir. D'ailleurs,
il y a beaucoup de fonds qui sont mis à disposition. Mais avant d'aller à l'agriculture, il faut avoir fait des formations. Parce qu'on veut avoir aujourd'hui des exploitants agricoles. Mais il faut avoir en temps se faire former dans les lycées agricoles du Bénin. Donc, franchement, je voulais encourager les jeunes à s'inscrire dans les lycées agricoles, dans les lycées techniques, dans les lycées de formation professionnelle, pour qu'on puisse avoir de la main-d'œuvre. Si je vous dis aujourd'hui que on est en train de manquer des ouvriers spécialisés en maçonnerie et qu'on soit, vous allez dire non. Parce que le pays est en chantier. On en a vu aussi avec le lancement du projet Asphaltage où l'État a en tout cas eu beaucoup de difficultés pour avoir des ouvriers qualifiés pour aller sur ces chantiers-là. Très bien. Oui. Donc effectivement, aujourd'hui, sur les chantiers, on manque d'ouvriers. Par exemple, si on parle par exemple qu'on veut un étanchéiste, vous pensez que c'est facile de trouver, alors qu'on fait ces formations dans les lycées. Donc je propose que les élèves, les nouveaux titulaires du BEPC n'ont qu'à s'inscrire dans les lycées. C'est vrai qu'il faut noter qu'il n'y a pas encore assez de place pour tout le monde. Oui. Mais il y a de la place disponible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en train, le gouvernement, que je remercie en passant, fait beaucoup d'efforts parce qu'il y a aujourd'hui des lycées qui sont en train d'être construits, des lycées agricoles et des lycées de formation technique qui sont en train d'être construits. Donc je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance. Et il faut vivement que les élèves puissent s'inscrire dans ces filières pour garantir un emploi décent, au lieu de faire les bacs généraux seulement, parce que les bacs généraux sont utiles. Peut-être qu'il faut trouver une solution, n'est-ce pas, pour que les mathématiques ne soient pas effrayantes, n'est-ce pas, pour les apprenants, en attendant qu'il y ait suffisamment de place dans les lycées et collèges, sinon dans les lycées de formation technique et professionnelle. Je pense que nous, les enseignants de mathématiques, les supérieurs, les inspecteurs et les conseillers pédagogiques nous font beaucoup de formations pour qu'aujourd'hui, on puisse mettre les mathématiques à disposition des apprenants. Ce qu'on est en train de faire, vous devez constater que progressivement, les enfants n'ont plus tellement peur des sciences mathématiques, mais je voulais que eux-mêmes c'est l'épouvantail pour beaucoup. Ils puissent s'intéresser et y mettre beaucoup de passion, beaucoup d'engouement. Ça nous fera du bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Serge Rougnettet, pour ces informations que vous partagez avec nos heureux candidats qui viennent de décrocher leur brevet d'études du premier cycle qui passeront au second cycle. Très bonne journée du lundi à vous. Merci de m'avoir accompagné dans cet entretien. On va faire le point de l'actualité en 7 jours au Bénin. C'est avec Idrissou Boukari. Juste après, vous aurez Assiomo Kanya dans la revue de presse. C'est parti. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Après 4 années passées à la tête de la Cour constitutionnelle et à 1 an de la fin de son mandat, Joseph Diogwenou a déposé le tablier. L'information est tombée mardi et le lendemain déjà, le président sortant a passé le maillet au vice-président de la haute juridiction. Après la passation de charge, Joseph Diogwenou a donné rendez-vous à la presse hors des locaux de la Cour constitutionnelle. À la faveur de cette rencontre dite de clarification et de vérité, Joseph Diogwenou a évoqué les raisons de sa démission. Dans sa déclaration, l'avocat dit avoir accompli ses objectifs à la Cour constitutionnelle et que désormais sa place est au sein de la classe politique nationale. Dernier épisode de la série pour boucler la semaine, l'ancien président de la Cour prend les commandes du parti Union progressiste, comme l'avaient prédit certains observateurs de la vie politique béninoise. Les députés, membres de la commission des lois et ceux des autres commissions de l'Assemblée nationale se sont imprégnés du projet de loi portant statut des réfugiés et apatrides en République du Bénin. Il s'agit d'un projet de loi qui vise à moderniser le cadre juridique en matière de protection des réfugiés afin qu'ils répondent aux normes nationales et internationales. La cérémonie des travaux de séminaire a été présidée par le président de la commission des lois en présence du représentant de la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le Bénin et l'Union européenne ont signé jeudi dernier 3 conventions.
des conventions de financement en appui au programme d'action de gouvernement deuxième génération. Les dites conventions s'alignent sur les nouveaux défis de développement économique et social du Bénin. D'un coût global de 16 milliards de francs CFA, les nouveaux engagements visent d'une part à la création et au développement des petites et moyennes entreprises inclusives et d'autre part à contribuer à l'augmentation du taux d'accès à l'énergie propre et en milieu rural. La campagne électorale à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin a démarré mercredi à 0h et prendra fin le mercredi 22 juillet à minuit. La campagne a été officiellement lancée par le président du comité d'organisation de la dite élection en présence du directeur général des élections et du représentant de la Sénat. Cette campagne aboutira à l'élection des représentants des membres de la première mandature de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. L'actualité de la semaine dernière a été également marquée par le lancement officiel de la deuxième phase du programme microcrédit à la FIA. La bonne nouvelle apportée aux bénéficiaires pour cette deuxième phase, l'enveloppe qui était fixée à 50 000 passe désormais à 100 000 francs CFA. Pour la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, la deuxième phase du microcrédit à la FIA concerne principalement les bénéficiaires ayant bien remboursé leur crédit de la première phase. Mais les nouveaux demandeurs ayant besoin de financement supérieur à 50 000 francs selon elle peuvent directement y accéder si les SFD jugent leur capacité d'endettement suffisante. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. En début de semaine dernière, les rumeurs couraient et c'est vraiment arrivé, comme le dit le quotidien du service public La Nation qui rapporte le changement à la tête de l'Union progressiste. Joseph Diogbenou prend la présidence. L'autre vision explique que l'ex-président de la Cour constitutionnelle a été désigné le samedi 16 juillet 2022 au cours d'une rencontre du bureau politique qui s'est tenue à Cotonou. Alors, souligne Bénin Intelligent, il va d'une présidence à l'autre. Aussitôt qu'il a démissionné de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou a été porté à la tête du plus grand parti politique du Bénin, l'Union progressiste. Vif d'Afrique analyse et écrit que c'est un fait politique qui donne raison à bien des observateurs qui croient que ce retour en politique de Joseph Diogbenou ne vise qu'un seul objectif, celui du perchoir de l'Assemblée nationale. Quant à l'autre quotidien, pour l'instant, on reste dans les conjectures. En tout cas, dans ce scénario, il s'agira pour lui, au cas où il accède au perchoir, de préparer le futur dans toutes ses dimensions pour la gestion du pouvoir d'État après le dernier mandat de Patrice Talon. Matin Libre se demande à son tour si Joseph Diogbenou s'arrêtera au poste de président de l'UP. Peut-on quitter le poste de président de la Cour constitutionnelle pour se contenter d'être président de parti? Fut-il le plus grand? Y a-t-il une logique en cela? La réponse à cette question renvoie sur d'autres pistes. Les rumeurs annoncent Joseph Diogbenou au poste de président de l'Assemblée nationale, 9e législature, et pourquoi pas au poste de dauphin en 2026. Réussira-t-il ce test grandeur nature? S'interroge le quotidien Fraternité, pour lequel, s'il est évident qu'il bénéficiera du soutien et de l'appui de gros calibre de la scène politique, il n'en demeure pas moins que la plus grande charge du maintien et même du renforcement de la cohésion du parti pèse sur ses épaules. En tout cas,
prévient le journal, à présent il lui revient de faire davantage montre de leadership et de capacités managériales et intellectuelles qui lui sont jusqu'ici reconnues. D'ailleurs, sans ça, le coup d'essai à la tête de l'UP risque de ne pas être transformé en coup de maître. En parlant de la réorganisation des instances dirigeantes de l'UP, le potentiel met un accent sur Gérard Benoît qui connaît une ascension au poste de deuxième vice-président du parti. Pendant ce temps, informe Info Matin, les amis de Christian Gbagbo n'en démordent pas. Leur mission, c'est d'être au plus près des populations à la base. Cette fois-ci, c'est à Denigon, Gbokpa et surtout Djidja Centre qui ont été impactés par des actions concrètes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la mission est de longue haleine, mais toujours aussi exaltante. Et puis, réouverture de l'exposition Art du Bénin, c'est parti pour 45 jours supplémentaires de connexion à l'art béninois, renseigne le journal Fraternité, pour lequel, après le succès inédit de la phase 1 de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, le gouvernement du Bénin a ouvert à partir du samedi 16 juillet 2022 le musée circonstanciel installé dans l'enceinte du palais de la Marina à Cotonou pour la visite des œuvres patrimoniales du Bénin restituées par la France et d'une centaine d'œuvres d'art contemporain. Et puis, informe Bénin Intelligent, le Bénin et la Banque mondiale ont signé vendredi 15 juillet un accord de financement additionnel de près de 153 milliards et demi de francs CFA pour le programme Aquavi. Ce financement additionnel permettra d'amplifier les investissements engagés par le gouvernement du président Patrice Talon pour l'atteinte de l'accès universel à l'eau potable avant le terme fixé par les Nations Unies. Dans la suite, Vif d'Afrique rapporte sur la question de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région que face aux professionnels des médias, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedi, a justifié la démarche du gouvernement béninois au Niger et a confié que nous sommes allés voir ce qu'ils ont de plus pour que le phénomène ne se développe pas chez eux comme on le constate ailleurs, en croit le journal. Il a dit être optimiste sur l'efficacité du dispositif sécuritaire béninois qui ne donne aucune chance aux djihadistes de s'établir au Bénin. Merci d'avoir suivi la revue de presse. C'était la revue de presse sur Actu Matin. Vous étiez donc sur Canal 3 Bénin. Merci de votre fidélité à nos programmes. C'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne journée du lundi. Excellente semaine. Portez-vous bien. Gardez le sourire. Au revoir.